Richie Thibault fait partie de la communauté des gens du voyage. À 14 ans, il rejoint le mouvement des Gilets jaunes sur un rond-point en Gironde, ce qui va signer le début de son engagement politique. Aujourd'hui, lui qui fait l'objet d'une plainte de l'Élysée et de Jordan Bardella, notamment pour menaces de crime contre un élu public, publie son premier livre Arrachons une vie meilleure, afin de faire entendre sa parole et ses combats. Vous avez grandi en Gironde, parmi la communauté des gens du voyage. Comment a été votre enfance et quel héritage vous a été transmis de cette communauté ? Moi, j'ai eu beaucoup de transmissions de ma famille, si on peut le dire ainsi au sens large du terme. Même chez les voyageurs, il y a des valeurs très fortes. La solidarité, le partage, et j'en ai vraiment été imprégné. Et il y a une vraie force. Les femmes notamment sont très fortes. Moi, je pense à ma grand-mère, à qui j'ai dédié cet ouvrage. On l'appelait la biche parce que chez nous, on se donne des surnoms. Il était très joli, le sien d'ailleurs. Et elle m'a beaucoup inspiré. C'était une battante. À l'âge de 80 ans, avant de décéder, elle continuait à arpenter les campagnes pour aller faire de la vente à domicile, pour aller chiner, comme on dit chez nous, parce que malheureusement, ces 400 € de pension ne lui suffisaient pas pour vivre dignement et faire preuve de solidarité auprès de ses enfants et de ses petits-enfants. Et donc, elle était forte, elle réunissait souvent 10, 12 personnes autour de sa table, midi et soir, sans occasion particulière, mais pour faire profiter les siens, qu'elle chérissait tant, et j'en sais quelque chose. Ma mère aussi, qui s'est toujours battue, qui s'est toujours démenée, notamment pour qu'on puisse, avec mes frères, accéder à l'école, parce qu'elle était consciente des lacunes qu'elle a connues en n'y ayant pas accès. Donc c'est des gens très forts, des gens qui ont un vrai tempérament résistant, des gens qui ont cultivé une vraie capacité à faire face à l'adversité. Et je pense notamment à toutes celles et ceux qui m'ont, mes parents, mes grands-parents, la génération de mes grands-parents notamment, qui a connu un internement durant la Seconde Guerre mondiale. Et malgré tout, ils ont toujours eu la tête haute. Donc voilà comment j'ai grandi, si ce n'est que durant la génération de mes parents, il y a quand même eu une évolution, une forme d'effacement culturel. Par exemple, mon père n'a pas voulu m'apprendre à parler ma langue, le romanès, le manouche, parce qu'il avait peur que j'en paie les conséquences, comme lui a pu en payer les conséquences. Donc c'est une histoire entre oppression et résistance. Vous avez accompli un voyage de plus de 5000 km à pied et en stop. Pourquoi ce voyage et que vous a-t-il appris ? L'idée, elle est survenue assez spontanément. Moi, j'étais au lycée, en terminale, et je me suis dit, Richie, faut que tu ailles à Paris pour faire tes études en histoire. Et avant ça, il faut quand même vivre quelque chose. Je vais pas aller me reclure à Paris sans vivre une expérience digne de ce nom au préalable. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me dis, pourquoi pas partir sur le chemin de celles et ceux qui luttent, que j'ai parcouru plus de 5500 km à pied en stop. Donc la première leçon que j'en ai tirée, c'est que il y a une solidarité immense dans le pays. Moi, je suis parti quasiment sans argent, et puis les gens m'ont aidé dans ce périple en stop. Donc ça donne déjà une leçon d'humanité immense. Tu te dis, il y a de l'espoir, il y a des gens qui ont des valeurs. Et donc, j'ai aussi des rencontres avec plein de gens qui font des trucs au quotidien. J'ai été dans une zone autonome en pleine forêt avec des jeunes qui cherchaient à vivre de manière alternative, notamment sur le plan écologique, en ayant un impact moindre sur le vivant et en tentant d'élaborer une existence harmonieuse. J'ai été dans des tiers-lieux, au cœur de bourgs abandonnés, victimes de l'arrivée des centres commerciaux qui ont absorbé la vitalité des bourgs, et donc des gens qui tentent de remédier à cela avec des tiers-lieux. J'ai rencontré des chorales féministes, j'ai rencontré des gens qui font des maraudes. Au début, je voulais en tirer un ouvrage parce que j'ai pris des notes, plusieurs centaines de pages de notes de mes entretiens avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, les militants, mais aussi celles et ceux qui m'ont pris en stop pour m'aider à faire ce périple. Et arrivé sur Paris en septembre, j'étais en plein dans les cours, et donc finalement c'est tombé un peu à l'eau parce que je me suis dit, Richie, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années de travail que de reprendre ces notes et essayer de donner du sens à ces dernières. Néanmoins, je me suis quand même mis à écrire en m'imprégnant de tout ce que j'ai vécu durant ce périple, et ça a donné l'ouvrage que je publie avec aux éditions Massot, et qui est tiré, et qui est intrinsèquement lié à cette expérience-là. Vous avez 20 ans et vous dites dans votre livre que les gens de votre génération n'ont connu qu'enchaînement de crises permanentes, c'est-à-dire ? Moi, depuis que je suis jeune, j'entends parler que de crise. Crise sécuritaire, crise sanitaire, crise écologique. Et c'est vrai qu'on nous demande constamment, à ma génération, de nous adapter aux catastrophes permanentes. Eh bien non,
Moi, je considère qu'on refuse de s'adapter à la catastrophe. On n'est pas là pour s'adapter aux catastrophes. En réalité, si on se bouge, si on s'organise collectivement, ma génération, eh bien, on peut aller à la conquête de jours meilleurs. Et notamment en s'inspirant des luttes dans le passé. Et moi, c'est fondamental. C'est que je m'aperçois qu'à travers notre histoire, à travers l'histoire de l'humanité, toutes les conquêtes sociales, toutes les conquêtes en termes de droits et de liberté jaillissent de luttes et parfois de luttes de longue haleine. Je veux dire, à chaque fois qu'on s'attaque à nos droits, la seule réponse doit être celle de la résistance. À chaque fois qu'on veut conquérir de droits nouveaux et une condition meilleure, seul le combat peut payer. Et donc, d'ailleurs, il y a un des chapitres aussi dans le bouquin qui fait référence justement à ces luttes et quelles leçons tirer des luttes du passé, des luttes d'hier donc, mais aussi des luttes d'aujourd'hui et de celles qu'on va devoir mener demain. Et puis, honnêtement, on a tendance à être très pessimiste parce que, à raison, la période, elle est inquiétante. Mais moi, je prône un espoir lucide parce que depuis les Gilets jaunes, en allant jusqu'à Sainte-Soline, en passant par les émeutes, toutes ces expériences militantes de ces dernières années, elles prouvent que dans le pays, il y a une véritable effervescence et qu'à mes yeux, on est entré dans une période pré-révolutionnaire, si ce n'est révolutionnaire. Le pouvoir va tomber et on le voit parce qu'il est fébrile. La multiplication des gardes à vue, la multiplication des procès politiques, la multiplication des convocations pour des motifs fallacieux comme celui d'apologie de terrorisme nous prouve une chose, elle nous prouve que ce pouvoir il est inquiet. Si le pouvoir il cherche à mordre, à taper et à reconduire au silence les gens, c'est qu'il a peur pour son intégrité. L'un de vos combats est celui contre le capitalocène, que vous liez au macronisme. Alors, quelle définition vous en donnez et quel est le lien avec le macronisme ? Alors moi, j'ai décidé de rejoindre PEPS, donc pour une écologie populaire et sociale, parce que c'est un mouvement qui met en lumière une autre écologie. Non pas l'écologie des bobos, l'écologie des petits gestes, l'écologie du greenwashing, mais qui met au contraire en avant le fait est que les premières victimes de la catastrophe écologique, ce sont les classes populaires. Ce sont les classes populaires et ce sont les minorités, ce sont les peuples opprimés, ce sont les minorités opprimées, et ce sont notamment les voyageurs. Par exemple, en France, les premières victimes de la catastrophe écologique, les premières exposés au racisme, à ce que j'appelle, et ce qu'on est nombreux à appeler le racisme environnemental, eh bien, ce sont les voyageurs. Ce sont des gens de ma famille qui, très concrètement, sont exposés sur leurs aires d'accueil, entre guillemets, parce que c'est pas très accueillant, à côté de sites et d'infrastructures autoroutières. Ces images sont tournées par un pompier sur ce qu'il reste de l'usine Lubrizol. Il progresse dans un épais mélange de produits chimiques et d'hydrocarbures. Et malgré le port de son masque respiratoire, l'homme s'interroge dès les premières heures sur la toxicité du site. À côté de Lubrizol, on a beaucoup parlé de cette catastrophe de ce site Seveso, dans lequel il y a eu un incendie à Rouen. Eh bien, c'était une dite aire d'accueil. Et la BAC de Rouen a maintenu enfermés pendant plusieurs heures les voyageurs, alors qu'à côté, on allait évacuer tous les habitants. Les voyageurs ont été séquestrés et exposés à des pollutions graves. Ce que j'entends par là, c'est que les premières victimes, effectivement, de la catastrophe écologique, ce sont les plus précaires, ce sont les classes populaires. C'est la raison pour laquelle, pour moi, le combat pour la justice sociale, c'est fondamentalement un combat écologiste et écologique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, effectivement, moi, je pense que le système actuel et les catastrophes qui génèrent, on peut qualifier ça de phénomène de capitalocène. C'est que c'est pas nous, en tant qu'êtres humains qui vivons sur Terre, qui sont responsables de la catastrophe écologique, mais bien au contraire, le modèle capitaliste qui s'attaque aux vivants. C'est les logiques extractivistes. C'est-à-dire, c'est les logiques qui perçoivent la Terre uniquement comme un vivier de ressources qu'il faut exploiter sans cesse pour transformer ces dites ressources en matière. C'est un peu, en quelque sorte, cette société qui réduit les êtres humains au statut de producteurs-consommateurs, qui dit que les êtres humains ne sont là que pour produire des marchandises et pour les consommer. Bien, on est nombreux à refuser cet ordre du monde-là. Pour moi, il faut une vraie révolution sociétale, notamment. Il faut revoir de A à Z la manière dont on conçoit, la manière dont on pense nos rapports sociaux et sociétaux. Oui, il faut prendre le temps de vivre, d'apprendre à vivre. Il faut prendre le temps de lire, d'écouter de la musique, de regarder des films, de se balader, de profiter de la nature. Voilà, de vivre tout simplement et pas juste d'être là à produire des choses. Vous vous attaquez également aux médias dominants en alertant sur une logique d'influence, voire de fabrique de l'opinion. Concrètement, si des milliardaires qui ne pensent qu'au profit achètent des médias qui ne leur génèrent pas de revenus, c'est bien que derrière, il y a un intérêt pour eux. Il y a un intérêt indirect. L'intérêt, c'est celui d'influer sur les politiques nationales, voire internationales. C'est d'édicter l'agenda politique. C'est de dire concrètement, eh bien, la priorité dans le pays, c'est la sécurité. C'est pas du tout les patrons qui se goinfrent alors que des gens crèvent de faim. C'est pas du tout le fait qu'il y ait des gens, des retraités, j'en ai vu tout à l'heure, ça m'a beaucoup choqué,
choqué ce matin un couple de retraités qui étaient en train de faire les poubelles, alors qu'il y a des gens qui ont des milliards dans ce pays à ne plus savoir qu'en faire. Eh bien, les médias dominants, ils vont pas vous raconter ça. Vous branchez CNews le matin à 8h, vous l'éteignez à 20h. Bon, j'espère que personne ne fait ça parce que, ma foi, ça doit rendre bien malade. Vous n'allez entendre parler que de faits divers. Un tel s'est fait égorger, un tel s'est fait cambrioler, un tel s'est fait violer, etc., etc. Mais ça ne reflète pas du tout la réalité d'une société. Si, par exemple, en mettant en tête des faits divers, vous pouvez vérifier, prenez France Info, dans 5 minutes, on peut faire la vérification, on va commencer par un fait divers. En remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. C'est la misère sociale qui, en premier lieu, génère la violence dans les rapports sociaux. Mais ça, CNews ne va pas vous le dire. Parce qu'ils vous disent non, c'est une violence innée, les gens sont violents en fonction de leurs origines. Et donc oui, il faut combattre cette société du fait diversion qui vise à faire diversion sur les vrais problèmes, et notamment sur les questions sociales et écologiques. Parmi vos combats, il y a celui contre le racisme, un racisme auquel les gens du voyage sont également confrontés. Quels traitements peuvent-ils subir ? Moi, mes grands-parents, ils ont échappé à l'internement durant la Seconde Guerre mondiale en se cachant dans des bois et en étant traqués par la police française. Et j'insiste sur la police française. Malgré tout, beaucoup de gens dans leur génération, certains de leurs frères, sœurs, cousins, cousines, eux ont été enfermés dans des camps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été enfermés dans des camps, décimés, gazés ou exécutés. Selon les régions, 40 à 90% des Tziganes ont disparu. Et moi, il y a quelque chose que j'aimerais rappeler, c'est que l'internement en France, ça a commencé avec le dernier gouvernement de la Troisième République, qui n'était pas le gouvernement de Vichy, le régime de Vichy. C'est-à-dire que le dernier gouvernement de la Troisième République, dans lequel il y avait des socialistes, des communistes, etc., des radicaux de gauche, a assigné à résidence mes ancêtres. Ensuite, Vichy les a internés, mais pire encore, le gouvernement provisoire de la République française, à la Libération, à partir de 1945, dont des communistes étaient membres, dont beaucoup de résistants étaient membres, a maintenu enfermés ceux qu'ils appelaient à l'époque officiellement les nomades, enfermés jusqu'en 1946, un an après la libération. C'est pas les Allemands, c'est les Français qui nous ont arrêtés à la gendarmerie. Ils sont venus le matin à 6 heures, et on tapait à la porte, levez-vous, suivez-nous, puis ils nous ont enfermés. Mais qui va vous parler de ça ? Ça, c'est la preuve que les voyageurs sont effectivement largement pris pour cible par un racisme d'État, par un racisme de société décomplexée. Mais quand on entend le président de la République ou encore le sénateur Hervé Marseille parler comme un gitan ou parler de camp de gitans... L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante, quoi. Pourquoi ? Je veux dire, transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans, c'est pas les Saintes Maries de la Mer. Ça veut dire quoi, ces allusions ? Cette phrase, que beaucoup ont oubliée, adressée à mon ami Christophe Détinger, qui lui aussi est voyageur, de Macron, qui a dit à son sujet « Il ne peut pas avoir les mots d'un boxeur gitan ». Mais quelle preuve du racisme envers les voyageurs, quelle preuve de l'anti-tziganisme. On ne peut pas faire plus éloquent que le président de la République qui dit « Non mais les gitans, ils savent pas parler ». Tu vois ? Et ça passe crème. Je ne laisserai pas ces gens-là cracher sur les miens. Et je leur dis avec beaucoup de force, maintenant ça suffit, le temps vous pouvez nous cracher impunément dessus, maintenant on ne se laisse plus faire, et maintenant on va mettre le feu à cette société pourrie. Vous faisiez référence justement au livret spécial de circulation, est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer ce que c'est ? Alors, il y a eu le carnet anthropométrique dans un premier temps, donc à partir de 1912, qui était un fichage raciste des voyageurs, qui a ensuite été dans les années 60 remplacé par un carnet de circulation que les gens devaient faire signer, si je ne vous dis pas de bêtises, tous les 15 jours dans les commissariats et les gendarmeries. Comme tous les gens du voyage, Louis est obligé de posséder un document particulier, le carnet de circulation. Le thème map, corpulence moyenne et tatouage avant-bras. Les voyageurs, juste parce qu'ils étaient voyageurs, juste parce qu'ils étaient étaient victimes d'un fichage par les forces de police et étaient traités comme des délinquants. Jusqu'en 2012, les voyageurs n'avaient pas le droit de vote en France. Il a fallu que certains d'entre eux prennent une initiative pour qu'ils puissent bénéficier du droit de vote. Est-ce que vous avez déjà été victime de racisme en lien avec vos origines ? Évidemment, le fait de vivre tout ça, le fait d'avoir cette histoire-là, c'est du racisme. Le fait notamment aussi d'être ramené au fond des classes d'école.
Moi, je veux dire, j'ai eu de la chance parce que très tôt, j'ai un tempérament qui fait que j'aime bien discuter, j'aime bien créer du lien, j'ai pas de mal à prendre la parole. Dès le plus jeune âge, j'avais une certaine habilité. Mais par contre, mes frères, par exemple, mes 2 frères, eux, aujourd'hui, sont en échec scolaire total. Mon petit frère, il a quitté le cursus scolaire. Mon grand frère, pour ces raisons-là, mais aussi parce qu'il est en situation de handicap, lui aussi n'a pas suivi de cursus scolaire digne de ce nom. Donc bien sûr, moi j'ai été confronté à tout ça, peut-être pas directement parce que j'ai su me battre, j'ai su me défendre et riposter aux coups qu'on me donnait, j'ai su lever la garde, mais autour de moi quotidiennement. Je vois des gens qui sont envoyés en prison, qui échouent à l'école, qui sont victimes de racisme, mais aussi les propos racistes. Moi, sur les réseaux sociaux, le nombre de messages haineux, racistes en lien avec mes origines que je prends, mais c'est juste hallucinant. Ta gueule, le gitan, bande de pouilleux, de crasseux, etc., etc. Il y a tout cet imaginaire-là raciste. De tout temps, ils ont été malmenés, jugés sales, voleurs, dangereux. Ils sont victimes d'une réputation qui les empêche de vivre dignement. C'est un imaginaire qui ne date pas d'hier, où on est perçu comme des voleurs, où on est perçu comme des asociaux. Les nazis, par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, ils faisaient porter le triangle noir aux voyageurs. On était perçus comme asociaux à l'époque. Et en fait, moi, j'ai envie de répondre à un truc, à tout ça. Moi, je suis fier de qui je suis fier d'où je viens, je suis fier de mes parents, je suis fier de leur parcours, je suis fier de mes grands-parents, je suis fier de mon peuple. Moi, je revendique la tsiganitude, à l'image de la négritude. Et je veux dire, soyons fiers de qui on est. On n'a pas à avoir honte, on n'a pas à avoir lâche, comme on dit en romanesque. Et maintenant, ça suffit de se cacher, ça suffit de plus parler sa langue. Il faut réapprendre à parler le romanesque, il faut en être fier. Moi, j'appelle à l'union de tous les indigènes, les sauvages et les barbares de cette République. Parce que sans nous, finalement, ce pays, il tient pas debout. Donc, soyons fiers, ne nous cachons plus et allons nous imposer dans l'espace public. Voilà ce que je dis. Vous dénoncez aussi une partie de la police qui serait gangrénée par le racisme. Pour cela, vous reprenez un exemple de 2 poids 2 mesures avec le cas de Grégoire Morano et Naël Merzouk. Comment expliquer ce 2 poids 2 mesures et comment on en est arrivé là ? Alors, le fils de Nadine Morano a été interpellé par la CRS autoroutière d'Alsace-Lorraine et ils l'ont interpellé pour délit de fuite et pour conduite sous l'emprise de cocaïne, parce qu'après son interpellation, il a été testé, il s'avérait qu'il était positif à la cocaïne, et il a été placé en garde à vue. Lors du contrôle, les policiers sont à sa hauteur. Un agent passe la main dans l'habitacle et donne des coups selon les passagers. L'autre pointe son arme et tire. Il est sur le côté, pourtant dans le premier rapport, ce n'est pas ce qui apparaît. Naël, il se fait tuer parce qu'il est arabe. Parce que dans le même temps, quand le fils de Nadine Morano commet un refus d'obtempérer, quand le fils d'Éric Zemmour, sous stupéfiant, commet un refus d'obtempérer, eh bien eux, ils ne sont pas assassinés parce qu'ils sont dans des quartiers bourgeois, parce qu'ils sont blancs. Et c'est une réalité. Alors combien même ça peut susciter de vives réactions chez les bourgeois, chez les blancs dominants, eh bien réagissez, indignez-vous si vous le voulez. Mais c'est la réalité, en tout cas, c'est les chiffres qui le démontrent. Ça fait système, c'est pas une exécution isolée. Il y en a eu des centaines d'autres auparavant. Il y a le site des Arments-Lés, notamment, qui documente, et je le cite dans mon bouquin, toutes ces affaires-là d'enfants gitans, noirs, arabes qui se font exécuter de sang-froid par la police. Il y a tout un tas d'exemples. Depuis que Naël est exécuté, il y en a plus d'une dizaine d'autres qui ont été assassinés, notamment dans le cadre de refus d'obtempérer. C'est aussi parce que la loi le permet, parce qu'il y a la loi, le fameux décret Valls-Cazeneuve, qui permet justement de donner une forme de présomption d'impunité, de non-culpabilité à l'ensemble des forces de l'ordre lorsqu'ils tirent et lorsqu'ils assassinent lors de soi-disant refus d'obtempérer. Vous dénoncez un problème de corporatisme dans les luttes que vous souhaitez défendre. Est-ce que c'est l'entre-soi qui fait que les luttes n'aboutissent pas ? Il y a plusieurs problèmes, je ne vais pas tous les citer, mais effectivement le corporatisme. Quand tu as d'un côté les contrôleurs SNCF qui sortent, les contrôleurs aériens, puis ensuite les paysans, puis ensuite les infirmiers et les infirmières, et les pompiers, etc., etc., tu as un corporatisme qui du coup ne permet pas de faire bloc et qui ne permet pas d'asséner un coup commun qui permettrait de faire tomber un système. Et Macron, il est rusé, on ne peut pas lui enlever ça, et les gens qui le conseillent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est tendu dans un milieu, eh bien, il veille à donner des miettes, à lâcher quelques petites miettes pour calmer. Et ensuite, ils sont dans une politique de gestion en fait sociale, avec certains syndicats qui se donnent à l'accompagnement. Mais moi, ce que je dis à ce sujet, c'est que maintenant, ça suffit de recevoir des miettes. Il faut qu'on prenne le contrôle de la boulangerie. Il y en a marre de se faire acheter avec des miettes. Il faut mettre fin à nos problèmes en s'attaquant à la racine, en étant radicaux. Parce que si tu as quelques miettes et que tu ressors 6 mois après pour récupérer quelques miettes, c'est un cercle infini. On perd une énergie folle, c'est chronophage, c'est énergivore et ça ne sert à rien.
il y a un deuxième problème majeur, c'est l'attitude défensive. Moi, je veux dire, il y en a marre d'entrer en lutte seulement quand le pouvoir s'attaque à nous. Par contre, si demain les syndicats ils se mettent autour de la table et disent « il n'y a jamais eu autant de profits dans ce pays, il n'y a jamais eu autant de richesses, il n'y a jamais eu autant de milliardaires, il y a Bernard Arnault, l'homme le plus riche de ce monde ». La croissance météorique d'LVMH a permis à Bernard Arnault de se hisser au sommet du classement des hommes les plus riches du monde. Cet entrepreneur du luxe devance des entrepreneurs de la tech comme Bezos, Musk, Zuckerberg ou encore Gates et Ellison. Qui a des milliards à plus savoir qu'en faire, qui vit dans ce pays, et donc maintenant nous, on construit une stratégie offensive, et bien si on a cette logique-là, bien sûr qu'on va être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire qu'à la place de dire « nous, on s'oppose à la retraite à 64 ans », si on demande le retour à la retraite à 60 ans, ben là, c'est un enjeu offensif. Et là, on aura beaucoup plus de chances de gagner parce que c'est nous qui fixerons l'agenda. Est-ce que ça légitime, selon vous, la radicalité comme réponse face à l'extrémisme du système ? Moi, je suis fondamentalement opposé à l'extrémisme. Mais l'extrémisme, c'est le système. C'est Macron. Macron, c'est un extrémiste. Macron, c'est un kamikaze. Macron, quand il arrive à l'Élysée et qu'il te dit « venez me chercher », le bonhomme, il provoque volontairement. Et donc face à ça, face à ces gens qui envoient la police mutilée, gazée, je veux dire moi à Sainte-Soline, j'y étais, j'ai vu 2 camarades dans le coma entre la vie et la mort. Je veux dire, mais est-ce qu'on prend la mesure ? Des gens qui vont défendre l'eau sans quoi la vie n'est pas possible, se retrouvent dans le coma. Il faut organiser l'autodéfense populaire, il faut se défendre. Il faut, comme dirait notre ami Christophe, les plus faibles, on les défend. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut lever les poings et il faut leur donner des coups. Il faut se défendre. Il y en a marre de prendre des coups. C'est pas parce que on est dans l'illégalité que notre action elle est illégitime. Au contraire, à chaque époque où il y a un pouvoir injuste, plus tu es dans l'illégalité, et bien plus cela signifie que ta lutte elle est légitime. Lors de la dernière fête de l'UMA, vous avez arraché le micro des mains d'Édouard Philippe. Pourquoi vous avez fait ça ? Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur. C'est un éborgneur. Édouard Philippe, il a une tribune à la fête de l'UMA quand même. La fête de l'UMA qui est censée être la fête de notre camp social, avec le mec le plus adepte et le plus professionnel de la compromission dans ce pays qui est Fabien Roussel. Je veux dire, tu peux pas faire mieux en termes de compromission, on pourrait même lui donner une médaille, voire même le mettre dans le Guinness des records. Donc tu as ce type-là, et moi je suis pas dupe, je savais qu'il allait pas parler des éborgnés. Si le gars, Fabien Roussel, il avait fait son boulot, il avait vraiment représenté les classes populaires, il avait parlé des éborgnés, j'aurais pas eu à faire ça. Par contre, sachant qu'il n'allait pas le faire, j'ai pris le micro parce qu'on n'allait pas me le donner. Et oui, je l'arrache quand on me le donne pas, parce que je préfère arracher le micro pour rappeler une vérité factuelle que le laisser à ce type qui vient faire sa propagande et qui vient dire « moi, je veux occuper l'Élysée gracieusement ». Eh bien non, j'ai pris le micro, je l'ai arraché, je lui ai dit « non, tu n'as rien à faire ici, tu es un éborgneur, tu as du sang sur les mains ». Parce que moi, à l'âge de 14 ans, dans le mouvement des Gilets jaunes, j'ai vu mon pote Jérôme Rodriguez qui est traumatisé à vie, qui s'en remettra jamais. Jamais il s'en remettra à ça. Ça a brisé sa vie familiale. Il s'est fait crever un œil par les flics. J'ai vu Vanessa qui est détruite psychologiquement. J'ai vu Antoine qui a perdu une main. Et moi, j'en pleure parce que j'ai vu ces gens dont le sang a coulé durant le mouvement des Gilets jaunes juste parce qu'ils demandaient à vivre dignement. Alors non, ce type-là, c'est un criminel. Macron, lui, Castaner, Nunez, j'oublierai jamais ce qu'ils ont fait. Un jour, ils seront jugés. Cette bande d'ordures, on les mettra dans les poubelles de l'histoire. En février dernier, lors du Salon de l'Agriculture, vous récidivez, cette fois en interpellant directement Emmanuel Macron avec ces mots. N'oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. Ça coûte quoi de s'en prendre directement au président de la République ? Faire tomber la tête, c'est une expression reconnue par l'Académie française qui signifie contraindre à l'abdication. C'est une expression qui a un sens figuré. J'ai pas dit couper, j'ai dit tomber. Donc les propos sont très clairs. On cherche à les transformer en menaces de mort. Et moi, je suis très fier de lui avoir rappelé que c'était un éborgneur. Je suis très fier de lui avoir rappelé que nous sommes dans le pays de la Révolution française et de lui avoir fait ce rappel historique. J'ai rien à me reprocher là-dessus. Moi, je sais ce que j'ai dit. Je sais quel est le sens de mes propos. Évidemment que cette expression, elle veut pas dire qu'on va demain aller chercher Manu à l'Élysée, même si peut-être beaucoup en auraient envie, et puis lui faire une ablation. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut pas être con et mal interpréter mes propos. Par contre, ça coûte cher, effectivement. Moi, ce qui était très révélateur, c'est que lorsqu'ils m'ont interpellé, les flics m'ont étranglé le plus fort possible parce qu'ils ne voulaient pas qu'un seul bruit ne sorte de ma bouche. Et je pense que ça, c'est hyper révélateur sur l'état d'esprit de ce pouvoir, qui veut museler toutes les voix qui lui paraissent subversives. Ensuite, on me met 48 heures en garde à vue dans une geôle
qui pue la pisse, pour le dire crûment. Je peux passer par 4 chemins avec une lumière blanche exposée sur toi pendant 48 heures. Il fait froid et tu manges pas parce qu'on te donne des trucs qui sont... C'est de la gerbe, pour le dire là aussi très crûment. Et ensuite, on te défère au tribunal. On te fait passer quasiment 50 heures dans les geôles du pouvoir pour avoir pris la parole, pour s'être exprimé dans le soi-disant pays des droits de l'homme, reconnaissant notamment la soi-disant liberté d'expression. Le cabinet d'Emmanuel Macron, suite à mon intervention au Salon de l'Agriculture, a déposé plainte pour menace de mort à mon encontre. Et donc, je serai jugé en la matière le 9 août au tribunal de Porte de Clichy. Le 21 mai dernier, une tribune publiée sur le site Politis révèle que vous êtes visé par une enquête préliminaire suite à une plainte de Jordan Bardella. Pourquoi a-t-il déposé plainte contre vous ? Jordan Bardella, c'est un type qui est issu d'un parti politique fondé par des collabos, des gens qui ont vendu leur âme, leur conscience à l'Allemagne nazie. Ce parti politique, il vient de là. C'est des gens adeptes des ratonnades aussi dans les années 70. Il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc, moi, j'ai dit en ce sens que oui, politiquement, on s'occupera du cas de l'extrême droite et de ses idées, et que le fascisme, sous toutes ses déclinaisons multiples, est une idéologie à éradiquer. Moi, je suis très gêné d'être à côté de ce type qui fait partie d'un parti politique. Non, mais je termine. Vous faites partie d'un parti politique qui a enfermé mes ancêtres. C'est pas le débat, mon La chéri. dernière C'est chose pas le que débat. je dis... Moi, Juste, il a dit, vous inquiétez pas, on s'occupera de votre cas. Oui, le fascisme est une menace à éradiquer. Donc, le racisme, monsieur Et pour avoir dit ça, Jordan Bardella a déposé plainte. J'ai été auditionné le 3 juin au commissariat de Boulogne-Billancourt pour des faits de menaces de crime ou délit contre un élu public. D'ici quelques jours, j'aurai un retour du parquet qui me dira si je suis poursuivi pour ces faits ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je prends chacune de ces affaires comme des médailles qui attestent du fait que je suis du bon côté de la barricade, puisque, comme le disait Elsa Triolet, les barricades n'ont que 2 côtés, et donc il faut savoir choisir son camp. Quel avenir, quelle suite pour vous, Ritchie ? Mon avenir, c'est celui de la lutte, c'est celui aussi de continuer à lier ma vie, notamment ma vie professionnelle, à celle de mon engagement politique. Je ne vais pas cesser de donner des déclinaisons multiples à mes engagements. Je le fais avec ce bouquin Arrachons une vie meilleure. On va faire un tour de France d'ailleurs à partir de septembre, qui donnera sûrement lieu à un documentaire si on atteint les 1500 précommandes. Non, plein de choses. Je suis plein d'énergie et on va leur donner du fil à retordre. Ils ne sont pas prêts de se débarrasser de moi.